Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. J'ai mis un bonnet et un pull de marin. Est-ce que je suis un marin? Je sais pas. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de l'affrication de la langue française et des conséquences que ça peut avoir, et surtout de la rémigration. Parce que là, il y a une trend un peu sur les réseaux sociaux de rémigration dans certains pays maghrébins. On va voir ce que ça dit et est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Enfin bref, on va analyser tout ça. Vous êtes sur la chaîne de Georges. Ah non, mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le... Grenade dans la gueule. Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule et l'unique revue d'actualité. Hop, pas encore de générique. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur Tipeee si mon travail vous plaît. Et vous allez voir que dans les prochains jours, il va vous plaire. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui vont arriver. Des entretiens, je ne l'ai pas dit, des petites vidéos, des sketchs, pourquoi pas. Enfin bref, tout ça vont arriver dans l'année 2024. Vous pouvez me remercier financièrement via la page Tipeee que je vous mets en description. Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule et l'unique revue d'actualité. C'est parti. Abonne-toi, c'est important. Important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner. Alors, la première actualité de la semaine, c'est la rémigration. Et pourquoi ce serait le sujet de la semaine, la rémigration? Pour le comprendre, pour répondre à cette question, on va analyser une vidéo qui est sortie récemment, qu'on va mettre en parallèle avec tout le business qu'il y a autour de la rémigration, qu'on a vu pop un peu partout sur les réseaux sociaux, Snap et TikTok, pour ne pas les nommer. Mais de quoi on parle déjà? Parce que la rémigration, on en parle très souvent, mais on le définit quasiment jamais. La rémigration, c'est le fait pour un étranger de revenir dans son pays d'origine. C'est assez simple, parce que c'est le mouvement inverse à l'immigration. Et avant que je vous parle de la vidéo qui introduit cette actualité, c'est très important que vous compreniez que si le concept de rémigration fait peur, si on associe ce concept-là globalement à Eichmann et Ben Laden, c'est qu'il illustre deux visions de l'immigration radicalement opposées. La première, c'est ce qu'on a actuellement dans l'Union européenne et en France, a fortiori, à savoir le paradigme libéral. En gros, on s'en fout d'où tu es né, dans quelle culture, et rien à foutre de ta dépression et de ton histoire. Tant que tu es un travailleur, que tu as deux bras, deux jambes et que tu peux bosser et être exploité par un patron, tu es le bienvenu dans le pays. Donc, dans ce cadre-là, la rémigration est inenvisageable. Pourquoi tu partirais d'un pays économiquement viable? Complètement con, lui. Et de l'autre côté, on a un paradigme qu'on pourrait dire un peu plus humain de l'immigration. En gros, tu es né quelque part, et ce quelque part a mis du temps à devenir un quelque part. Ça a mis du temps à devenir un endroit. Et toi, en tant que descendant des ancêtres qui ont produit ce quelque part, tu as le droit à ce qu'on appelle la continuité historique. Donc tu as le droit de vivre là où tes ancêtres sont morts. Dans ce cadre-là précisément, autant pour la population qui réémigre que pour la population qui vit sur le territoire initialement, la rémigration elle est cohérente. On se met la vidéo et on l'analyse juste après. Là, il est 8h56. J'ai déposé mes enfants ce matin exceptionnellement. D'habitude, c'est pas moi qui les dépose. Bref, j'ai sport à 9h30. Ça sert à rien, je rentre chez moi, je reviens, patati patata. À la base, je m'étais dit, parce que pour ceux qui me connaissent, moi, je suis en mode optimisation du time. Plus, max, plus. Une minute, elle peut pas être inutilisée, c'est pas possible. Bref, je me suis dit, ouais, je vais faire quelques courses. Faut que j'achète des œufs, faut que j'achète de l'ail et tout. Mais en fait, frère, tout est fermé. 8h45 au bled, tout est fermé. C'est mort. Même Carrefour, il ouvre à 9h30. Ok, il ferme à 23h, mais il ouvre à 9h30. Mais bon, alhamdoulilah, il y a mon bébé, il est là. On va optimiser le time. Alors qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo? On va pas commenter la vidéo en soi, où une meuf explique juste que les magasins sont fermés trop tôt au bled. Globalement, on s'en branle. C'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que la dame est apparemment une Française, voire une Française de souche, qui a fait sa rémigration d'elle-même. On voit qu'elle est française et même qu'elle vient de banlieue, puisqu'elle a un accent assez caractéristique de la banlieue. On en parlera dans l'actualité suivante. Et qu'est-ce qui a poussé cette dame à faire une rémigration conventionnellement, puisque c'est le terme de la convention de la rémigration, c'est le fait de partir. Bref, qu'est-ce qui a poussé cette dame à faire sa rémigration? Eh bien, c'est exactement ce que je dis dans la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, à savoir, les jeunes musulmans en France sont bien plus radicaux que leurs parents et que leurs grands frères. C'est statistique. Ça avait été démontré par un sondage IFOP pour le comité Laïcité République qui montrait la fracture qui sépare les jeunes musulmans
de moins de 25 ans et tout le reste des Français. Fracture notamment au niveau des mœurs et au niveau des valeurs. Et tous les scandales scolaires le montrent bien. On va pas parler de Samuel Paty ou de Dominique Bernard, respectivement deux profs qui ont été égorgés en France sur un conflit autour de la laïcité. Mais plus récemment, il y a une professeure qui a montré une œuvre de Giuseppe Cesari du XVIIe ou XVIe siècle où on voit 5 femmes à poil et la meuf, la professeure, s'est fait menacer de mort par des élèves qui ont dit que ça choquait leur pudeur. Donc cette femme, dans la vidéo qui fait sa réémigration pour des raisons religieuses, on peut supposer qu'elle n'a pas d'ancêtres sur place au Maroc, mais qu'elle a fait une réémigration religieuse, à savoir une hijra, comme on dit en islam. Elle représente bien la lame de fond de cette jeunesse française ultra-religieuse fondamentaliste qui va arriver à l'âge adulte et qui se rend compte de l'écart entre notre pays, la France, et leur mode de vie qui ne colle pas des masses à notre pays et à l'histoire de notre pays. Et on comprend parfaitement si demain, moi par exemple, je vais en Algérie et que je commence à casser les couilles avec des chants grégoriens du psaume 91 à 4 voix en plein haut-parleur dans les rues d'Alger, je vais me faire mal regarder. Je peux comprendre que je ne m'inscris pas dans l'héritage du pays, de l'Algérie. Bref, donc des jeunes Français ultra-religieux se disent qu'il vaut mieux partir. Très bien, parfait. Et encore une fois, cette perception de la religion est bien plus proche des frères musulmans ou du tablis pakistanais, donc qui sont respectivement deux idéologies très fondamentalistes de l'islam, que de l'islam pratiqué dans les pays du Maghreb. Et typiquement, c'est très intéressant, mais la quasi-totalité des commentaires sous cette vidéo-là sur Twitter sont en mode... C'est des Marocains qui disent « mais casse-toi de notre pays en fait ». Et de fait, le Maroc a beau être un pays qui est dirigé dans un certain sens par la religion, puisque le roi est commandeur des musulmans, les Marocains eux-mêmes ne sont pas réceptifs à ce genre de pratique salafiste de la religion, donc niqab et toutes les valeurs qui s'ensuivent. Typiquement, au Maroc, on en avait parlé à l'époque du Burkini, le niqab est interdit. C'est pas un pays qui soit islamophobe, je sais pas si le Maroc peut être islamophobe, mais le niqab est interdit. Donc pour cette Française, il aurait été plus cohérent de faire sa hijra en Afghanistan ou en Arabie Saoudite, qui colle plus aux valeurs des Français de confession musulmane ou de certains Français de confession musulmane. Mais c'est intéressant parce que les mouvements s'inversent. Je m'explique. Par l'immigration et la pénétration de la propagande salafiste en France, les Français musulmans vont commencer à avoir une pratique très rigoriste de la religion. Et inversement, les pays qui étaient anciennement musulmans, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, sont en train de se libéraliser et essayent de vivre en 2024. D'où le décalage qu'ont les Marocains eux-mêmes avec les religieux français qui voient arriver aux frontières pensant que le Maroc est daéchien, a une pratique de la religion très salafiste, ce qui n'est pas le cas. Alors est-ce que ce mouvement de rémigration et plus spécifiquement religieux de la hijra va continuer? Eh bien oui et non. Oui parce qu'il y a un marché. Des boîtes se sont spécialisées dans la rémigration ou dans la hijra. Il suffit juste de taper hijra et le nom d'un pays musulman et vous allez voir le nombre de résultats que vous allez avoir sur TikTok, sur Snap et même plus généralement si vous tapez ça sur Google. Donc il y a une demande. Et dans une économie qui marche, dans une économie libérale, quand il y a une demande, il y a un marché. Et en soi, c'est une bonne chose. C'est naturel de vouloir vivre dans un pays qui accepte tes coutumes, même si, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vraie hijra pour les Français religieux et musulmans qui sont salafisants serait plus cohérente en Arabie Saoudite, qui est bien plus conservatrice et bien plus cohérente avec l'islam radical et salafiste qui est en train de pénétrer les banlieues. Et non, cette hijra ne pourra pas continuer, déjà parce que c'est bien beau de vouloir vivre religieusement sa foi dans un pays qui correspond à ses attentes, mais les opportunités économiques sont pas ouf dans ces pays-là. Je veux dire, le chômage frappe la jeunesse marocaine, la jeunesse tunisienne et algérienne. Et ces pays-là n'ont pas les mêmes couvertures sociales que nous. Si tu ne travailles pas au Maroc, t'es vite dans la merde en fait. Et aussi parce que la meilleure stratégie de remplacement de population qu'on peut avoir en France, et je vous renvoie au très bon livre Le projet d'Alexandre Delval, donc le projet de remplacement de notre population par une population exogène, ça passe aussi par rester et imposer à cette population autochtone l'arrivée de nouvelles personnes. Et typiquement, la réémigration s'oppose
à ce projet-là. Et par ailleurs, la réémigration, surtout lorsqu'elle vient des réémigrés eux-mêmes, remet parfaitement en cause la doctrine un peu gauchisante et libérale de l'immigration qui voudrait que quelqu'un est français juste parce qu'il paye ses impôts en France. Non, c'est une lame de fond plus profonde, le fait d'être français. Et justement, certains ne se sentent pas français, et en l'occurrence, à juste titre. Et la deuxième actualité, c'est l'évolution de la langue française. Je vous explique. Le 11 janvier dernier, un article est publié par Libération. Article payant. Pas cool, les gars. Dans cet article, on apprend que la langue française change avec notamment l'introduction du tchim. Alors, je sais pas comment on dit. Tchim. Attention, on parle d'africation. L'africation qui n'est pas l'africanisation, même c'est un peu lié. L'africation, c'est quand dans une langue, un son simple se transforme en un son qui commence par une petite explosion, comme le T ou le tch. Voilà, ça c'est l'africation. Afriqué, rapproché. Bref, on prend pour exemple, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle, Amandine, sans mentir, elle me dit. Voilà, vous avez l'idée. On va essayer d'analyser l'article et d'analyser le phénomène qu'il y a derrière ce processus. Évidemment, dans l'article, on va essayer d'inscrire le changement de la langue française, dans une espèce de continuité historique des changements de la langue. Mais attends, la langue française a toujours changé, c'est pas nouveau, l'africation, attends, regarde, au Moyen-Âge on parlait latin, la France a changé, tu vois, bon bref. C'est exactement le même processus qui consiste à dire que l'affaire Thomas n'est pas grave parce qu'il y a toujours eu des couteaux. Bon, c'est un peu le même délire. Alors déjà très drôle, dans cet article, on s'étonne que l'africation soit très répandue à Marseille. Oh, qu'est-ce qui peut bien caractériser la ville de Marseille ? Je me demande. Je vais pas commenter l'article, parce que grosso merdo, selon moi, cet article-là, c'est un long pavé pour tenter d'expliquer que la France, même si la langue change, la France ne change pas ou c'est pas grave, c'est des changements à la marge, c'est pas, y a pas de quoi s'inquiéter. Il y a un truc qui est intéressant quand même dans l'article, c'est qu'on apprend que l'accent et la prononciation se fait via les pairs, P-A-I-R-S, que c'est essentiellement une appartenance à un groupe qui va modifier la façon dont on parle. On va analyser consciemment ou inconsciemment les différents groupes sociaux ou les groupes culturels et on va voir comment ils s'expriment. Ensuite, après avoir vu comment ils s'exprimaient, on va choisir assez consciemment de parler comme eux parce que ces gens-là incarnent des valeurs ou incarnent une communauté auquel on veut appartenir. Donc, qu'on cherche à se rapprocher artificiellement des banlieues et de leur accent, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça renvoie à une image que vont avoir les banlieues dans les médias ou même de l'image qu'ont les banlieues à travers le rap, qui est apparemment enviable puisque les gens imitent le parler des banlieues. Voilà, ça c'est un processus qui est assez simple. Parce qu'on aurait pu choisir de se rapprocher de l'accent corse ou de l'accent alsacien, mais eux, les Corses ou les Alsaciens, n'ont pas la couverture médiatique qu'ont les banlieues, qui sont apparemment enviables. On verra ensuite que c'est très dangereux. Bref, ça c'est le premier élément. Ensuite, et c'est le plus intéressant dans cette histoire-là d'africation, ce changement linguistique, il est notamment présent dans la bourgeoisie française. Je rappelle qu'une enquête dans le milieu avait été menée par Anthony Cortès et elle montrait que des jeunes blancs commencent à jurer sur le Coran et ils disent « Wallah », qui est de fait une importation culturelle, voire cultuelle, dans le langage français et dans les strates assez élevées du langage français. Et que des jeunes Français se mettent à jurer sur une autre religion, c'est l'aboutissement d'un abrutissement absolu, en fait. Ou alors, ils n'ont aucune valeur auquel se rattacher et intègrent des éléments de langage de ce qu'ils voient comme des valeurs communautaires viriles, ou alors, ils sont simplement perméables à n'importe quel type de langage qui ne soit pas français. Et ce phénomène du quartier ou du wallah est évidemment une importation de populations extérieures au continent européen. Mais c'est aussi et surtout une créolisation par les Français eux-mêmes, qui vont eux-mêmes intégrer ces éléments de langage dans leur pratique de la langue. Et je suis désolé de le dire, mais en général, quand une langue se perd au profit d'une autre langue ou d'une créolisation de cette langue, ça préfigure un changement de peuple. Désolé,
Je prends pour exemple ce qui se passe actuellement à la frontière mexicaine aux États-Unis, où bientôt, en 2050, l'anglais sera moins parlé que l'espagnol. Et on a commencé par un mélange entre l'anglais et l'espagnol pour arriver finalement au fait que les gens parlent plus espagnol, donc une hispanofisation. Par ailleurs, dans l'article de Libération, on y revient, on explique « Oh, mais la langue, elle change depuis toujours, la preuve, les R roulés dans la France d'avant. » Alors non, les R roulés des patois français ont subi la domination linguistique de la capitale française. Genre, tu roules les R, t'es une merde, arrête. Et progressivement, on arrête de rouler les R. C'est comme ça que c'est passé au 19 et au 20e siècle. Mais ça, ce processus-là, c'est le produit d'une domination sociale de la capitale sur la France entière, et notamment ses campagnes. Et à moins de dire que la banlieue a une domination sur la langue française, je vois pas en quoi on devrait modifier notre manière de parler. Et en fait, c'est l'inverse. C'est justement l'inverse. C'est parce que la France est faible qu'elle est victime de toutes les modes de merde. Je rappelle qu'on sort difficilement, et on est fatigué. On sort difficilement du fameux Kwakubé. Est-ce que vous avez les crampés? Les coups? Dernière chose, on a beaucoup reproché à Zemmour de dire que l'africation est le produit de l'africanisation. Alors, là encore, oui et non. Non, parce que l'évolution de la langue existe, et que l'africation a toujours existé dans les civilisations. Premier élément. Maintenant, c'est là où ça se corse un peu, une étude réalisée par Michael Jamin en 1998, année de ma naissance, citée par Mark Vanguard sur Twitter, montre que c'est l'immigration extra-européenne et notamment maghrébine qui a considérablement accéléré le processus d'africation. On a un taux de 16,2% d'africation pour les Nord-Africains quand les autochtones sont à 4,8%. Et ça, toute classe sociale confondue. Et l'étude est réalisée en 1998. Pour l'auteur, je cite encore, le processus va continuer de modifier la langue française et notamment, très important, parce que ceux qui afriquent, donc les porteurs de la culture street, comme on dit, ont un prestige aux yeux de tous les individus. Ce qui veut dire, et je reprends ma théorie du début, c'est que les petits blancs qui afriquent ou qui disent Wallah ou sur le corps de la Mecque compagnie, ce sont des putains de bandeurs, de banlieusards et de musulmans. Ce sont des gens qui trouvent cette culture-là virile au point d'adapter leur langage au leur. Et c'est exactement comme le feraient des animaux pour être recueillis par d'autres animaux. Ils vont imiter les coutumes et l'habitus, entre guillemets, de ces animaux. Donc, c'est une stratégie de drague. Pour être inclus dans un groupe social qu'ils vont juger viril, ils vont se passer, ils vont se travestir, se déguiser en mec qui vient de la street ou en mec des banlieues. Parce qu'ils trouvent ça viril, ils trouvent ça stylé. Or, je suis désolé de le dire, je viens de banlieue, donc je sais de quoi je parle. C'est pas forcément une culture qui est stylée, la culture de banlieue. Au contraire, c'est parfois une culture qui est violente, qui est brutale. Pas forcément celle auquel on a envie d'appartenir. Je sais pas si on peut se faire dans la grandeur dans ces milieux-là. J'aimerais bien que les Français trouvent ça stylé de parler plutôt latin, comme le parlaient nos ancêtres. Je sais pas, ou celtes. Vous voulez pas commencer à parler celte, les gars? Bref, le phénomène web de la semaine, on en a deux. Je vais vous demander de voter en commentaire. Le premier phénomène web de la semaine, c'est Inoxtag qui est dans une sauce pour avoir mangé un Starbucks. Et oui, parce que Starbucks collaborerait avec Israël, et ça sur Twitter, on n'aime pas ce qui collabore avec Israël. Je vous mets la vidéo d'Inoxtag. En vrai les amis, j'avais jamais pris Starbucks café et franchement grave lourd. Je trouve ça c'est grave abordable. Franchement, n'hésitez pas. Peut-être un jour j'aurai un code promo. Et le deuxième phénomène web de la semaine, c'est un mec que je connais, qui était cadreur de mes premiers micro-trottoirs, Thilou Martin, qui s'est fait cambrioler. Il se fait cambrioler, et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, sur les ordinateurs, il y a une fonction localisation. Donc il localise son ordinateur volé, et une semaine après son cambriolage, où est-ce qu'il retrouve son ordinateur? En Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, il poste un message, et en une journée, le truc devient un mème. Le truc devient littéralement un mème, reprise par Winamax, information reprise par Winamax, liké, surliké, et on ne sait pas est-ce qu'il va retrouver son Mac ou je ne sais quoi. Bref, l'histoire est folle. C'est désormais votre moment préféré de la semaine, c'est le dessin de Marceau.
tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne Georges. C'est très important pour le référencement. N'hésitez pas à soutenir la chaîne sur Tipeee. C'est aussi important pour le référencement et pour que je puisse vivre. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de vos proches. Time! Abonne-toi, c'est important. Important.